l'aube se lève lentement sur les champs couverts de givre du nord de la France, en ce 14 octobre 1415. Dans la pâle lumière du matin, des milliers d'hommes s'agitent dans leur campement, l'odeur de la fumée de bois se mêlant à celle des chevaux et du métal. L'armée anglaise, épuisée et loin de ses terres, fait face à une force française massive qui la surpasse largement en nombre. Dans quelques heures, ces deux armées s'affronteront à Azincourt. Pourtant, ce qui se passe dans les heures qui précèdent le vol de la première flèche a tout autant d'importance que la bataille elle-même. Dans toute l'Europe médiévale, du 5e au 15e siècle, la guerre ne se résumait pas simplement à deux armées qui se rencontraient et se battaient jusqu'à ce que l'une d'elles l'emporte. La réalité était infiniment plus complexe, plus calculée et bien plus surprenante que la plupart des gens ne l'imaginent. Dans cette vidéo, vous découvrirez le monde caché des préparatifs pré-bataille médiévaux qui déterminaient la victoire ou la défaite bien avant le début du combat. Nous révélerons les rituels spirituels élaborés accomplis pour s'assurer la faveur divine, les longues cérémonies d'armement qui pouvaient prendre une demi-heure ou plus, et les négociations diplomatiques qui se poursuivaient même lorsque les armées adverses se faisaient face. Vous découvrirez les réseaux de renseignements sophistiqués sur lesquels comptaient les commandants médiévaux, la logistique complexe qui permettait de nourrir et d'équiper les armées, et la guerre psychologique conçue pour briser le moral de l'ennemi avant même le début des combats. De la sélection du terrain au déploiement des formations de bataille, des discours des commandants à la préparation des chevaux, nous explorerons toutes les dimensions de ce qui se passait avant les batailles médiévales. La vérité est que les victoires se décidaient souvent au cours de ces heures préparatoires, par des décisions prises bien avant que les épées ne s'entrechoquent. Lorsque nous imaginons la guerre médiévale, nous nous représentons des chevaliers en armure chargeant, des archers décochant leurs flèches, une infanterie engagée dans un combat au corps à corps. Ce que nous imaginons rarement, c'est ce qui venait en premier: la préparation de l'âme. Pour les gens du Moyen Âge, les batailles n'étaient pas de simples confrontations physiques. C'étaient des luttes spirituelles où la faveur divine comptait autant que la puissance militaire, où l'état de son âme pouvait déterminer si l'on vivait ou mourait, si l'on allait au paradis ou en enfer. Les heures précédant la bataille étaient remplies d'observances religieuses, de prières, de confessions et de rituels qui semblent presque incompréhensibles à nos sensibilités modernes et laïques, mais qui prenaient tout leur sens dans un monde où la volonté de Dieu était comprise comme gouvernant toute chose, y compris l'issue des guerres. Les chevaliers commençaient la journée par des prières, cherchant la protection de Dieu, de la Vierge Marie et des saints patrons. Il ne s'agissait pas de récitations machinales, mais de supplications profondément ressenties, des moments où même le guerrier le plus aguerri reconnaissait sa mortalité et plaçait son destin entre les mains divines. Les aumôniers et les prêtres se déplaçaient dans les campements, bénissant les armures et les armes, les marquant de symboles sacrés, les aspergeant d'eau bénite. À Azincourt, le roi Henri V a assisté à 3 messes distinctes avant la bataille et a communié, un long processus qui a consumé de précieuses heures matinales. Pour Henri et ses contemporains, s'assurer du soutien divin était aussi essentiel que de positionner les archers ou de déployer la cavalerie. La préparation spirituelle la plus cruciale impliquait peut-être la confession et l'absolution. Dans la théologie catholique, mourir sans confession signifiait risquer la damnation éternelle, une perspective qui terrifiait les gens du Moyen Âge bien plus que n'importe quel ennemi terrestre. Imaginez le défi logistique. Des milliers de soldats, tous confrontés à une mort potentielle dans les heures à venir, ayant tous besoin de confesser leurs péchés et de recevoir l'absolution. La confession individuelle aurait été impossible, nécessitant des jours plutôt que des heures.
La solution était l'absolution générale, par laquelle les aumôniers militaires accordaient le pardon à des groupes entiers simultanément, à condition que ces hommes possèdent un repentir sincère et aient l'intention de se confesser plus tard s'ils survivaient. Les armées carolingiennes et ottoniennes du IXe au XIe siècle maintenaient un grand nombre de prêtres précisément dans ce but, voyageant avec les armées pour fournir des soins spirituels. Les préparatifs religieux s'étendaient à la méditation et à la préparation mentale. Les chevaliers cherchaient le réconfort dans une contemplation silencieuse, visualisant la bataille à venir, répétant mentalement leurs mouvements, reliant leur objectif martial à leur foi spirituelle. Cette préparation psychologique calmait les peurs, centrait la concentration et renforçait le sentiment que ce qu'ils s'apprêtaient à faire avait un sens au-delà de la simple violence. De nombreux guerriers portaient également des manifestations physiques de leur foi, des reliques de saints, des amulettes bénies, des jetons provenant de lieux saints, un fragment d'os de saint cousu dans un vêtement, une médaille bénie par un évêque, une petite croix portée sous l'armure. Ces objets représentaient des liens tangibles avec le divin. Les chevaliers médiévaux étaient aussi profondément superstitieux. Certains faisaient 3 fois le tour du champ de bataille avant le combat, une pratique dont les origines sont probablement antérieures au christianisme. D'autres touchaient la garde de leur épée au sol pour avoir de la chance, ou évitèrent de porter certaines couleurs jugées malchanceuses. Ces pratiques superstitieuses, bien que désapprouvées par les autorités ecclésiastiques, étaient largement observées et prises aussi au sérieux que les rites religieux officiels. Ce qui frappe les observateurs modernes, c'est la manière dont les préparatifs spirituels n'étaient pas séparés des préparatifs militaires, mais complètement intégrés à eux. Le guerrier médiéval ne faisait pas de distinction entre la préparation de son âme et la préparation de son corps. Les deux étaient nécessaires, interconnectés, et pouvaient toutes deux faire la différence entre la victoire et la défaite, le salut et la damnation. Les évêques chrétiens voyageaient avec les armées en tant que composantes essentielles de l'infrastructure militaire, prenant soin des reliques, célébrant les messes, dirigeant les prières et encourageant un comportement moral pour rendre l'armée digne du soutien divin. Les heures passées en prière avant la bataille n'étaient pas du temps perdu, mais du temps investi pour s'assurer du multiplicateur de force ultime, la faveur de Dieu. Alors que l'aube se levait sur les champs de bataille médiévaux, de Hastings à Azincourt, les premiers sons n'étaient pas le choc des armes, mais le murmure des prières et les paroles d'absolution prononcées sur des milliers d'hommes effrayés et croyants, préparant leur âme à ce qui les attendait. Une fois la préparation spirituelle terminée, l'attention se tournait vers la transformation physique par l'armement. Le public moderne serait choqué d'apprendre qu'équiper correctement un chevalier médiéval pouvait prendre entre 10 et 30 minutes, voire plus, selon la complexité de l'armure et l'habileté des personnes impliquées. Ce n'était pas quelque chose qu'un chevalier pouvait accomplir seul. Le rituel de l'armement nécessitait de l'aide, généralement d'un écuyer formé spécifiquement pour cette responsabilité. Ce processus systématique était autant un rituel qu'une nécessité pratique, une transformation cérémonielle marquant la transition psychologique de simple mortel à guerrier du champ de bataille. Le processus d'armement commençait par une inspection minutieuse. Le chevalier et l'écuyer examinaient chaque pièce de l'armure, vérifiant les dommages, l'usure ou les problèmes d'entretien. Une boucle fissurée, un rivet desserré, une lanière de cuir affaiblie, n'importe lequel de ces défauts pouvait s'avérer fatal au combat. Les écuyers entretenaient l'armure en permanence, nettoyant la rouille, huilant les charnières, remplaçant les lanières usées. L'armement proprement dit suivait une progression systématique de bas en haut. D'abord venait le pourpoint d'armes ou gambisons, un sous-vêtement lourdement rembourré qui amortissait les impacts et prévenait les frottements. Venaient ensuite les protections des jambes, grèves, cuisseaux et genouillères,
chacune fixée tout en permettant le mouvement. Puis le torse, la cuirasse couvrant la poitrine et le dos. Aux périodes antérieures, il pouvait s'agir d'un haubert de cotte de maille pesant de 20 à 30 livres. Aux périodes plus tardives, d'une armure de plate sophistiquée conçue pour dévier les coups tout en répartissant efficacement le poids. Après le torse, venaient les protections des bras, brassards, épaulières et cubitières, nécessitant un ajustement minutieux pour une totale liberté de mouvement. Souvent, le casque venait en dernier, placé sur la tête seulement après que toutes les autres pièces d'armure aient été fixées et que le chevalier se soit déplacé pour s'assurer que tout était bien ajusté. Le casque transformait complètement le chevalier. Lorsque la visière était abaissée, l'homme disparaissait entièrement derrière le métal, devenant anonyme, un guerrier vêtu d'acier indiscernable de ses compagnons. Une armure de plate complète pesait généralement entre 45 et 55 livres, et bien qu'une armure bien conçue répartisse efficacement le poids, la portée exigeait une force et une condition physique considérables. La dernière étape consistait en une inspection et un ajustement d'ensemble. L'écuyer tournait autour du chevalier, tirant sur les lanières, vérifiant les boucles. Le chevalier effectuait des mouvements d'entraînement, dégainant son épée, levant son bouclier, s'accroupissant, se relevant, se tournant, identifiant toute restriction ou inconfort nécessitant une correction. Une fois la bataille commencée, il n'y aurait aucune occasion de réparer une épaulière mal positionnée ou de resserrer une boucle lâche. Au-delà de sa fonction pratique, le rituel de l'armement revêtait une profonde signification cérémonielle. C'était une démonstration publique de statut et de richesse. Une armure était chère, coûtant autant qu'une petite ferme. Le rituel renforçait l'idéal chevaleresque de la chevalerie, mêlant la prouesse martiale à la vertu chrétienne, l'honneur personnel au service de son seigneur et de son roi. Pendant que le chevalier subissait sa transformation physique par l'armement, l'attention se tournait également vers les outils de la guerre. Les guerriers médiévaux comprenaient une vérité fondamentale. Une défaillance d'équipement au combat signifie la mort. Une lame émoussée qui rebondit sur l'armure d'un adversaire, une corde d'arc qui se rompt au moment crucial, une hampe de lance affaiblie par une fissure non détectée, n'importe lequel de ces défauts pouvait transformer un guerrier habile en un cadavre en quelques secondes. L'entretien des armes n'était pas une réflexion après coup, mais une compétence de survie essentielle pratiquée religieusement. L'affûtage des épées illustrait l'attention méticuleuse que les guerriers médiévaux portaient à leurs armes. Le processus utilisait des pierres à aiguiser, en grès ou en novaculite, à la granulation de plus en plus fine. Les guerriers médiévaux ne visaient pas le tranchant le plus aigu possible, qui serait fragile. Ils cherchaient plutôt des tranchants qui résisteraient à un combat brutal, assez aiguisés pour couper efficacement, mais assez robustes pour conserver leur géométrie malgré des impacts répétés. L'inspection des armes s'étendait à tout l'équipement. Les pointes de lance et de javelot étaient examinées pour leur intégrité. Les arcs et les arbalètes faisaient l'objet d'une attention particulière. Les cordes d'arc devaient être régulièrement cirées contre l'humidité. Les flèches étaient fabriquées à la main à partir de bois sélectionnés, frênes, bouleaux et autres. L'empennage, généralement 3 plumes d'oie cendrées, de cygne ou de pont, devait être correctement lié pour stabiliser le vol. Les fléchiers habiles pouvaient produire de nombreuses flèches par jour, livrées en paquets appelés carquois, contenant 24 flèches. À Azincourt, les archers anglais vérifiaient chaque flèche pour déceler des fûts tordus, des empennages endommagés ou des pointes desserrées. Ils inspectaient les cordes d'arc, en portant souvent des rechanges, et vérifiaient les arcs pour des fissures. L'activité physique de la préparation des armes canalisait l'énergie nerveuse de manière productive, transformant l'anxiété en une préparation ciblée. Pendant que les préparatifs spirituels et physiques se déroulaient, les commandants faisaient face à un défi stratégique, recueillir des renseignements sur l'ennemi.
Aucun général ne voulait mener son armée au combat à l'aveugle, ignorant le nombre, la composition, la position et les intentions de l'ennemi. La question fondamentale, comme l'a formulé un historien moderne, était « Où diable est tout le monde et où vont-ils » Les commandants médiévaux qui pouvaient répondre à cette question obtenaient d'énormes avantages. Ceux qui ne le pouvaient pas risquaient une défaite catastrophique. Les patrouilles de reconnaissance envoyées en avant de l'armée principale étaient la forme la plus visible de collecte de renseignements. La tapisserie de Bayeux dépeint des éclaireurs faisant leur rapport au commandant, illustrant à quel point cette pratique était courante. Ces groupes se composaient généralement de cavalerie légère, capable de couvrir rapidement du terrain et de s'échapper si nécessaire. Leur mission allait de la localisation des armées ennemies à l'observation des mouvements, l'estimation de la taille et de la composition, et l'identification des caractéristiques du terrain. Les méthodes des éclaireurs n'étaient pas toujours courtoises. Capturer des civils locaux et exiger des informations était une pratique courante. La guerre médiévale n'avait pas de convention de Genève protégeant les non-combattants. Dans les États croisés, des troupes spécialisées appelées turcopoles effectuaient des reconnaissances avec une grande efficacité. Les forces musulmanes employaient de même des éclaireurs, créant un jeu complexe de surveillance et de contre-surveillance. La guerre médiévale employait également l'espionnage. Des chevaliers étaient parfois appelés pour des missions clandestines, nécessitant discrétion et tromperie. Ces agents recevaient une formation à ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des techniques d'espionnage. Écoute, surveillance, interrogatoire, déguisement. Que cherchaient les éclaireurs? Au-delà de la position de l'ennemi, ils recherchaient des renseignements tactiques détaillés. Combien de cavaliers? Combien de fantassins? Quelle était la proportion d'archers par rapport aux troupes de mêlée? Étaient-ils bien approvisionnés ou souffraient-ils de pénurie? Paraissaient-ils disciplinés ou y avait-il des signes de mauvais moral? Dans quelle direction se déplaçaient-ils et à quelle vitesse? Les réponses à ces questions permettaient au commandant de prendre des décisions stratégiques éclairées. Le renseignement sur le terrain était tout aussi vital. Les éclaireurs identifiaient les champs de bataille potentiels, notant les collines, les rivières, les forêts, les marais et autres caractéristiques qui pourraient affecter le déploiement tactique. Ils cherchèrent des positions offrant des avantages défensifs, un terrain élevé, des barrières naturelles protégeant les flancs, des goulots d'étranglement qui limiteraient la capacité de l'ennemi à utiliser sa supériorité numérique. À Hastings, en 166, les éclaireurs du roi Harold trouvèrent l'armée normande de Guillaume et rapportèrent sa position, permettant à Harold de positionner ses forces sur un terrain élevé le long de la seule route menant à la position normande. Bien que Harold ait finalement perdu, sa collecte de renseignements et sa sélection du terrain lui ont donné des avantages tactiques significatifs qui ont failli aboutir à une victoire anglaise. De bons renseignements contre de mauvais renseignements déterminaient souvent les issues. Les armées qui connaissaient la position, la force et la composition de leurs ennemis pouvaient prendre des décisions tactiques rationnelles. Les armées opérant à l'aveugle jouaient au dé. Dans le jeu d'échecs complexe de la guerre médiévale, la reconnaissance déterminait souvent les issues avant qu'un seul coup ne soit porté. Si la reconnaissance fournissait les informations nécessaires aux décisions stratégiques, la logistique fournissait la base matérielle qui rendait les opérations militaires possibles. Cette dimension figure rarement dans l'imaginaire populaire, qui préfère le choc dramatique des armes à l'affaire peu glorieuse de nourrir et d'approvisionner des milliers d'hommes et de chevaux. Pourtant, les commandants médiévaux expérimentés connaissaient une vérité valable à toutes les époques. Les batailles se gagnent et se perdent autant sur la logistique que sur la prouesse au combat. Une armée sans nourriture cesse rapidement d'être une armée, se dissolvant en une foule désespérée ou s'effondrant à mesure que les soldats désertent. Au début du Moyen Âge, les armées recouraient généralement au pillage. Les armées vivaient sur le pays,
prenant ce dont elles avaient besoin auprès des populations locales. La chanson des Lorrains décrit des opérations de fourrage où éclaireurs et incendiaires avançaient, suivis par les fourrageurs pour collecter le butin. Cela avait l'avantage de la simplicité. Pas besoin de lignes de ravitaillement complexes. Cependant, une logistique basée sur le pillage n'était pas fiable. Les territoires hostiles pouvaient avoir été dépouillés ou détruits par les habitants. Les armées croisées marchant à travers l'Anatolie subirent des pertes catastrophiques lorsqu'elles se retrouvèrent dans des contrées arides, sans provisions. Des armées entières s'effondrèrent, les soldats mourant de faim, la cohésion militaire se dissolvant dans le chaos. À mesure que la guerre médiévale évoluait, des systèmes logistiques plus sophistiqués se développèrent progressivement. Au XIIe et XIIIe siècle, des armées plus disciplinées envoyaient des émissaires dans les grandes cités et villes pour négocier l'achat de biens de première nécessité plutôt que de simplement piller. La campagne de la Troisième Croisade de Richard Cœur de Lion a démontré une pensée logistique avancée pour son époque. Richard fit en sorte que les provisions soient accumulées et transportées par des navires qui suivaient la marche de son armée le long de la côte, créant essentiellement une ligne de ravitaillement mobile qui maintenait ses forces nourries et équipées. Ce niveau d'organisation était exceptionnel et contribua de manière significative au succès militaire de Richard, contrastant fortement avec les croisades antérieures où une mauvaise logistique avait condamné des armées par ailleurs compétentes. Les jours précédant la bataille présentaient des défis logistiques particuliers. Les soldats avaient besoin de calories substantielles pour des heures de combat épuisants. Les chevaux consommaient d'énormes quantités de fourrage. Un destrier pouvait manger de 12 à 20 livres de grains plus du foin par jour. Les sources d'eau devaient être identifiées et sécurisées. Les archers avaient besoin de suffisamment de flèches. Les archers anglais à Azincourt portaient chacun 2 carquois, totalisant 48 flèches, ce qui signifiait que les quartiers-maîtres devaient s'assurer que des centaines de milliers étaient disponibles. Les officiers responsables de la logistique, quartiers-maîtres, maréchaux et fonctionnaires spécialisés, sont rarement reconnus dans les chroniques. Pourtant, lorsque les officiers de logistique réussissaient, les armées restaient cohésives et efficaces. Lorsqu'ils échouaient, des désastres militaires suivaient souvent, indépendamment du génie tactique. Une fois les renseignements recueillis et les provisions assurées, les commandants faisaient face à l'une de leurs décisions pré-bataille les plus importantes: où positionner leurs forces. Le choix du terrain pouvait déterminer l'issue de la bataille avant que la première flèche ne soit décochée ou que la première charge ne soit lancée. Les commandants médiévaux le comprenaient profondément, c'est pourquoi les batailles se produisaient souvent après des jours de manœuvre, les forces opposées essayant de s'assurer des positions avantageuses tout en les refusant à leurs ennemis. Les positions élevées, les barrières naturelles et les caractéristiques stratégiques du terrain offraient des avantages si importants que les commandants refusaient parfois complètement la bataille, plutôt que de s'engager sur un terrain défavorable. Les positions élevées offraient de multiples avantages cruciaux. La hauteur offrait des lignes de vue claires pour l'observation et la coordination. La gravité jouait en faveur des défenseurs. Les flèches tirées en descente allaient plus loin et frappaient plus fort. La cavalerie chargeant en descente gagnait en élan. La cavalerie chargeant en montée s'épuisait. L'infanterie combattant en montée arrivait fatiguée tandis que les défenseurs restaient frais. Même des forces plus petites, occupant un terrain supérieur, pouvaient résister à des armées beaucoup plus grandes. Les barrières naturelles façonnaient profondément les possibilités tactiques. Les rivières, les forêts et les falaises pouvaient protéger les flancs, éliminant les menaces d'encerclement. Si les flancs étaient ancrés sur un terrain infranchissable, les ennemis ne pouvaient attaquer que de front. Les défilés étroits et les goulots d'étranglement étaient inestimables contre des ennemis numériquement supérieurs. Les Spartiates, aux Thermopyles,
utilisèrent un passage étroit où le nombre des Perses ne pouvait être pleinement exploité. William Wallace employa la même tactique au pont de Stirling en 1297, utilisant un pont étroit pour neutraliser la supériorité numérique anglaise. Les marais et les zones humides pouvaient canaliser les mouvements de l'ennemi sur des chemins prévisibles ou piéger des forces mal positionnées. À Bannockburn, en 1314, Robert le Bruce positionna délibérément les forces écossaises près d'un terrain marécageux qui restreignait les manœuvres de la cavalerie anglaise, contribuant à la victoire écossaise. Avant la bataille, les commandants consultaient les officiers subalternes, examinaient les rapports des éclaireurs et inspectaient les positions potentielles. Ils prenaient en compte la position du soleil. Combattre avec le soleil dans le dos signifiait que les ennemis plissaient les yeux face à l'éblouissement. La direction du vent importait énormément pour le tir à l'arc. Les archers tirant avec le vent gagnaient en portée, tandis que ceux tirant contre le vent voyaient leurs flèches tomber court. Les sources d'eau devaient être accessibles, mais non vulnérables à une prise par l'ennemi. Les défenseurs, s'ils en avaient le temps, pouvaient choisir leur terrain avec soin, sélectionnant des positions maximisant leurs avantages, tout en minimisant les forces de l'ennemi. Les attaquants devaient s'adapter au terrain occupé par les défenseurs. Défendre une position avantageuse était considérablement plus facile que d'en attaquer une. C'est pourquoi la guerre médiévale comportait de nombreuses manœuvres, les commandants essayant de forcer leurs ennemis à des engagements défavorables. Une fois le terrain choisi et les forces positionnées au sens stratégique large, le travail complexe du déploiement tactique commençait. Si la guerre médiévale était un jeu d'échecs, le déploiement serait les coups d'ouverture, positionner les pièces sur l'échiquier avant que le jeu actif ne commence. Contrairement aux échecs, cependant, les armées médiévales se composaient de milliers de pièces individuelles, chacune devant connaître sa place, son rôle et sa coordination avec les unités adjacentes. Le processus d'organisation des forces en formation de bataille cohérente pouvait prendre des heures et représentait l'une des préparations pré-bataille les plus complexes que les commandants entreprenaient. Les armées médiévales étaient généralement organisées en 3 divisions principales. L'avant-garde engageait l'ennemi initialement. Le corps de bataille, le noyau central, contenait les réserves du commandant, l'infanterie, les archers et la structure de commandement. L'arrière-garde protégeait l'arrière et les flancs de l'armée contre les attaques surprises. Des formations spécifiques servaient à des fins tactiques différentes. Le mur de bouclier illustrait le combat défensif discipliné. Les soldats se tenaient épaule contre épaule, leurs boucliers se chevauchant délibérément pour créer une barrière protectrice continue. Des lances ou des piques dépassaient vers l'extérieur, transformant la formation en une forteresse mobile. L'efficacité du mur de bouclier reposait sur une coordination disciplinée. À Hastings, le mur de bouclier d'Harold a tenu bon contre les charges de la cavalerie normande pendant la majeure partie de la journée, ne se brisant que lorsque la fatigue et les pertes ont perturbé son intégrité. Le déploiement de la cavalerie suivait des principes différents. La tactique la plus populaire divisait la cavalerie en 3 sections. La première lançait la charge initiale pour perturber les lignes ennemies. Les 2e et 3e divisions exploitaient cette perturbation, s'engouffrant dans les brèches pour attaquer par les flancs ou l'arrière. La cavalerie lourde, montée sur des destriers entraînés et lourdement blindés, pouvait générer un impact énorme, brisant les formations d'infanterie et d'archers. La fin du Moyen Âge a vu l'essor des formations de piquiers. Les Flamands ont démontré les tactiques de piquier à la bataille des Éperons d'Or en 1302, où des fantassins ont vaincu des chevaliers français. Les Suisses ont perfectionné la guerre de pique, développant des formations flexibles capables de manœuvres agressives. Le schiltron, une formation compacte avec des piques pointant vers l'extérieur dans toutes les directions, était employé par les commandants écossais contre les forces anglaises.
Les archers nécessitaient un déploiement minutieux. Les archers anglais étaient placés à une distance de sécurité minimale, regroupés en formation serrée. Comme les archers étaient vulnérables s'ils étaient atteints, ils étaient protégés par des pieux enfoncés dans le sol pour empaler les chevaux chargeants ou positionnés derrière une infanterie protectrice. À Azincourt, les archers anglais ont enfoncé des pieux aiguisés dans le sol boueux, créant une barrière défensive qui a aidé à briser les charges de la cavalerie française. Le concept d'armes combinées, coordonner différents types de troupes, était bien compris. L'infanterie pouvait protéger les archers. Les archers sur les flancs pouvaient faire pleuvoir des flèches pendant que la cavalerie chargeait de front. Ce processus pouvait prendre des heures. C'est pourquoi les batailles commençaient rarement immédiatement lorsque les armées se rencontraient. Même alors que des milliers d'hommes armés se déployaient pour la bataille, la diplomatie restait possible grâce aux héros, des personnages remarquables qui se déplaçaient entre les armées adverses, portant des messages, négociant des termes et observant les batailles avec une neutralité particulière. Les héros étaient les précurseurs des diplomates modernes, protégés par des conventions qui transcendaient le conflit immédiat, portant des bâtons blancs qui symbolisaient leur immunité diplomatique. À la fin du Moyen Âge, les héros étaient devenus essentiels dans les opérations militaires. Ils identifiaient les bannières et les symboles héraldiques ennemis, ce qui était crucial à une époque sans uniforme. Au-delà de l'identification, les héros menaient des négociations pré-bataille. Les commandants communiquaient par l'intermédiaire des héros, discutant des termes. Parfois, les négociations visaient à éviter complètement la bataille. D'autres fois, elles établissaient des règles concernant les prisonniers et les rançons. Un héros portant un bâton blanc était considéré comme un messager neutre, non un combattant, et attaquer un héros était jugé déshonorant. Le plus remarquable était peut-être le rôle des héros en tant qu'observateurs de la bataille. Lorsque la bataille devenait inévitable, les héros se retiraient sur des points de vue sûrs. Les héros des camps opposés s'asseyaient ensemble, regardaient ensemble et maintenaient leurs relations professionnelles, même si les armées de leurs maîtres se détruisaient mutuellement en contrebas. À Azincourt, en 1415, après un combat brutal, les héros ont officiellement déterminé qui avait gagné. Les héros français et anglais, qui s'étaient assis côte à côte pour regarder leurs compatriotes se battre et mourir, se sont concertés et ont convenu que l'Angleterre avait remporté la victoire. Leur verdict a été accepté comme faisant autorité. Les préparatifs pour la bataille médiévale s'étendaient au-delà des dimensions physiques et diplomatiques pour inclure la guerre psychologique, des tentatives systématiques de briser le moral et la volonté de l'ennemi avant même le début du combat. Les commandants médiévaux comprenaient que les batailles se gagnaient autant dans l'esprit des soldats que sur le champ de bataille réel. Un ennemi déjà démoralisé, effrayé et doutant de ses chances était à moitié vaincu avant que le premier coup ne soit porté. L'intimidation visuelle constituait une composante principale de la guerre psychologique. La simple vue d'une armée bien équipée et disciplinée, déployée en formation de bataille, pouvait semer la peur chez les ennemis. Les armures étaient polies jusqu'à un éclat réfléchissant. Les armes étaient exposées de manière proéminente, des forêts de lances, des masses de cavaliers avec leurs lances levées, des rangées d'archers avec leurs arcs bandés. Les bannières jouaient un rôle particulièrement important. La guerre médiévale était intensément héraldique, chaque noble combattant sous des armoiries distinctives, affichées sur des drapeaux. Le nombre et la variété des bannières suggéraient la taille et la diversité des forces déployées contre vous. L'intimidation auditive complétait l'assaut visuel. Les cris de guerre, poussés à l'unisson par des centaines ou des milliers d'hommes, créaient un impact psychologique énorme. Les cors et les tambours ajoutaient à la cacophonie. Le son profond des corps de guerre et le rythme tonitruant des tambours
créaient une atmosphère oppressante et anxiogène. Les chevaliers poussaient des cris de guerre à glacer le sang, démontrant leur agressivité et leur préparation à la violence. Le son de la cavalerie se préparant à charger représentait peut-être l'expérience auditive la plus intimidante. Le tonnerre des centaines de chevaux faisant trembler le sol créait une sensation physique autant qu'un son. L'infanterie observant la cavalerie se préparer à charger pouvait littéralement sentir les vibrations à travers ses pieds, entendre le tonnerre grandissant des sabots, voir la masse d'acier et de chair de cheval fondre sur elle. De nombreuses batailles médiévales se sont décidées non pas par le combat réel, mais par la rupture du moral d'un camp, les soldats fuyant avant le contact parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'assaut psychologique. La réputation fonctionnait comme une forme de guerre psychologique étendue. Des guerriers célèbres, des unités militaires renommées ou des armées à la réputation redoutable apportaient ce poids psychologique à chaque engagement. Le but était de briser la volonté de l'ennemi, de faire douter les adversaires de leur capacité à gagner, de les remplir de peur et d'incertitude. Dans les derniers moments avant la bataille, après que tous les autres préparatifs furent terminés, une dernière tâche cruciale restait. Le discours du commandant à ses troupes. Les chroniques médiévales sont remplies de récits d'oraisons inspirantes prononcés par des généraux et des rois avant l'engagement. Les historiens modernes sont à juste titre sceptiques quant à l'exactitude de ces discours rapportés. Peu de gens pouvaient se souvenir de longues oraisons en détail, et les chroniqueurs inventaient souvent des discours qu'ils jugeaient appropriés. Néanmoins, la prévalence des discours pré-bataille dans les archives historiques suggère que les commandants s'adressaient bien à leurs troupes avant la bataille, et que ces discours remplissaient des fonctions psychologiques vitales. La réalité pratique était que les discours pré-bataille devaient être concis et percutants. Un champ de bataille médiéval pouvait contenir des milliers de soldats répartis sur une vaste zone. Il n'y avait pas de haut-parleurs, pas de système d'amplification. Un discours qui atteindrait un tel public devait reposer sur la force des cris et sur le système de relais des officiers subalternes répétant le message du commandant. Cela signifiait que les discours étaient nécessairement brefs. Ce que disaient les commandants mettait l'accent sur des thèmes qui résonnaient avec la culture militaire médiévale. Les appels à l'honneur martial étaient la norme, rappelant aux chevaliers et aux soldats que leur réputation, leur héritage, dépendait de leur bravoure. Dans une culture où l'honneur et la réputation étaient des préoccupations primordiales, ces appels avaient un poids énorme. Les thèmes religieux imprégnaient les discours pré-bataille. Les commandants soulignaient qu'ils combattaient du côté de la justice, que Dieu favorisait leur cause, que l'engagement moral et spirituel individuel attirerait le soutien divin. La loyauté constituait un autre thème commun. Les commandants invoquaient la loyauté envers le roi, le seigneur, la patrie, les camarades. L'objectif psychologique sous-jacent à ces discours était simple mais profond. Les hommes confrontés à une mort possible dans les instants suivants étaient submergés par la peur. Les guerriers médiévaux n'étaient pas des machines à tuer sans émotion, mais des êtres humains avec les mêmes réactions de peur que nous possédons. La perspective du combat était véritablement terrifiante. Les discours pré-bataille servaient à apaiser ces peurs, à donner aux soldats des raisons de se battre malgré leur terreur. La confiance venait du sentiment que sa cause était juste, que son commandant était compétent et se souciait de ses troupes, que la victoire était possible. Un mauvais moral signifiait que les batailles seraient de très courts désastres. Un bon moral signifiait que les armées tiendraient bon sous la pression. Les actions d'Henri V la nuit précédant Azincourt illustrent l'importance du renforcement du moral par le commandant. Selon les récits des chroniques et les traditions littéraires ultérieures, Henri a passé une partie de la nuit à se déplacer dans son campement, parlant à des groupes de soldats, offrant des mots d'encouragement à des hommes qui faisaient face à une armée française
qui les surpassait largement en nombre. Que les mots spécifiques que Shakespeare lui a attribués plus tard soient exacts ou inventés, l'action principale, un roi se déplaçant parmi ses troupes effrayées et épuisées pour renforcer leur morale, reflète une pratique médiévale authentique. Les mots prononcés dans ces moments, qu'il s'agisse de discours éloquents ou de simples exhortations, servèrent de préparation finale avant que la violence ne commence. La nuit précédant la bataille présentait des défis uniques qui façonnaient la préparation mentale et physique des soldats pour l'épreuve à venir. La manière dont les hommes passaient ces dernières heures affectait leur performance lorsque l'aube amenait le combat. Les armées médiévales accordaient donc une attention significative à la vie de camp et au maintien du moral, comprenant que des soldats reposés, relativement détendus et mentalement préparés, se battaient mieux. Le divertissement jouait un rôle étonnamment important dans les camps militaires. Ménestrels, bardes, jongleurs et conteurs voyageaient avec les armées, offrant distraction et amusement qui aidaient les soldats à faire face aux pressions psychologiques de la vie de campagne. Ces artistes offraient de la musique, des histoires, des nouvelles d'autres régions et des spectacles qui créaient des moments de normalité et de plaisir dans des conditions par ailleurs difficiles. La musique en particulier remplissait de multiples fonctions. Elle divertissait, elle renforçait l'identité culturelle et les traditions partagées, elle créait des expériences communautaires qui renforçaient les liens entre les soldats. Le type de divertissement variait selon la classe sociale. Les chevaliers et les nobles pouvaient jouer aux échecs, un jeu qui non seulement divertissait, mais exerçait également la pensée stratégique qui reflétait la guerre elle-même. Les soldats du commun appréciaient des distractions plus simples. Les jeux de dés étaient extrêmement populaires. Des jeux de société plus simples comme le jeu du moulin offraient un divertissement stratégique. Les activités physiques servaient à la fois d'amusement et d'entraînement. Les compétitions de tir à l'arc, les concours de lancer de couteau, les matchs de lutte permettaient aux soldats de démontrer leur prouesse tout en offrant un divertissement aux observateurs. L'observance religieuse constituait une autre composante essentielle de la vie de camp avant la bataille. Les prières et les services du soir donnaient aux soldats l'occasion de se préparer spirituellement à une mort possible. Le réconfort des rituels familiers, le sentiment de connexion à Dieu et à un dessein divin aidaient les hommes à affronter leur peur. Pour de nombreux soldats médiévaux, la foi n'était pas seulement un arrière-plan culturel, mais une véritable source de force. Les derniers préparatifs pratiques occupaient une grande partie de la soirée. Les soldats vérifiaient leur équipement une dernière fois, effectuant des réparations ou des ajustements mineurs. Ils discutaient de tactique avec leurs camarades. Les hommes se disaient adieu à leurs amis, partageaient ce qui pourrait être leur dernier repas ensemble. Ces activités pratiques structuraient la soirée, offrant des exutoires productifs à l'énergie nerveuse. Le sommeil était souvent insaisissable. La combinaison de la peur, de l'excitation, de l'inconfort et du bruit rendait un sommeil réparateur difficile. Certains hommes parvenaient à dormir par pur épuisement. D'autres restaient éveillés, perdus dans leurs pensées sur leur famille, leur foyer, la mortalité et la foi. La qualité et la quantité de sommeil obtenus par les soldats affectaient leur état physique et mental au combat. La nuit précédant Azincourt illustre les contrastes dans l'atmosphère des camps. Les récits contemporains décrivent le camp anglais comme relativement calme, marqué par un air de résignation et d'anxiété. Les Anglais étaient épuisés par leur longue marche, souffraient de dysenterie et étaient dramatiquement inférieurs en nombre. En contraste frappant, le camp français était décrit comme rempli de feu, de rire et de musique. Les Français, confiants dans leur écrasante supériorité numérique, traitèrent la bataille à venir presque comme une conclusion courue d'avance. Ce contraste de morale a affecté la préparation et la performance des deux armées.
Alors qu'une grande partie de l'attention se concentrait sur la préparation des guerriers humains, les armées médiévales devaient également préparer une autre composante essentielle, les chevaux. Pendant une grande partie de la période médiévale, la cavalerie formait la force de frappe d'élite des armées européennes, et le succès des opérations de cavalerie dépendait entièrement de la disponibilité de chevaux de guerre correctement entraînés, équipés et entretenus. Ces animaux représentaient d'énormes investissements en temps, en argent et en soins. Les chevaux de guerre médiévaux se déclinaient en plusieurs types. Les destriers étaient les chevaux de guerre les plus nobles et les plus forts, généralement des étalons élevés et dressés dès leur plus jeune âge spécifiquement pour la guerre. C'étaient les chevaux que les chevaliers montaient au combat, entraînés à charger dans le chaos, à tolérer le bruit terrifiant et l'odeur de la bataille. Les coursiers, bien que quelque peu moins prestigieux, étaient généralement préférés pour les campagnes prolongées. Ils étaient plus légers, plus rapides et forts. De plus, les chevaliers avaient besoin de palefrois pour les déplacements et de chevaux de bas pour transporter l'équipement. L'entraînement correct d'un destrier nécessitait au minimum 2 ans, souvent plus. Cette formation approfondie était nécessaire pour surmonter les instincts naturels des chevaux. Les chevaux sont des animaux de proie. Leur programmation évolutive leur dit de fuir le danger. La bataille représente tout ce que les instincts d'un cheval lui disent d'éviter: le fracas des armes, les cris des hommes et des animaux blessés, l'odeur du sang, la cohue des corps. Transformer un cheval d'un animal qui fuirait naturellement ces conditions en un animal qui chargerait dedans nécessitait une désensibilisation et un entraînement systématique. Le processus d'entraînement commençait en douceur et progressait graduellement. Les jeunes destriers étaient probablement d'abord familiarisés avec les armes depuis le sol. Les dresseurs agitaient des épées et des lances autour d'eux tout en les gardant calmes. Finalement, la manipulation des armes progressait jusqu'à être effectuée depuis la selle. Les chevaux étaient délibérément montés dans des environnements animés et bruyants, à travers les marchés de la ville, devant les forges où les marteaux résonnaient et les étincelles volaient, près des abattoirs où l'odeur du sang était forte. Chaque exposition renforçait leur tolérance. La préparation pré-campagne commençait des mois avant le déploiement effectif. Les ordonnances parlementaires anglaises, par exemple, étaient émises plusieurs mois avant les campagnes, donnant aux chevaliers le temps de préparer leurs chevaux pour la guerre. Les chevaliers devaient s'assurer d'avoir suffisamment de chevaux pour les besoins de la campagne. N'emmener qu'un destrier était insuffisant. Le cheval de guerre devait être réservé au combat réel et non usé par des jours de voyage. Pendant les campagnes, les armées prenaient grand soin de maintenir la santé des chevaux. Les commandants riches s'assuraient que leurs chevaux recevaient un excellent traitement. Des stalles en bois étaient érigées chaque fois que possible pour les destriers et les palefrois. Même les chevaux tirant des charrettes recevaient des tentes en toile. Les chevaux de guerre portaient souvent une barde, une armure conçue pour les protéger au combat. La barde pouvait inclure des composants en cuir, des textiles rembourrés, de la cotte de maille et même des plaques d'armure métallique pour les zones critiques. Les armées médiévales fournissaient également des soins médicaux aux chevaux par l'intermédiaire des maréchaux, des hommes formés à la fois comme combattants et comme médecins pour chevaux. Ces spécialistes pouvaient traiter les blessures et les maladies. Les chevaux blessés au combat étaient envoyés au train des bagages où des maréchaux dévoués leur prodiguaient des soins médicaux. Le jour précédant la bataille, les derniers préparatifs des chevaux reflétaient ceux des guerriers humains. Les écuyers s'assuraient que les chevaux étaient correctement pansés, vérifiaient les fers à cheval, s'assuraient que la barde était bien ajustée et que les chevaux étaient nourris et abreuvés de manière appropriée. Les chevaux avaient besoin d'une nutrition substantielle. Un destrier pouvait consommer 20 livres de grains par jour
en plus du foin. L'eau était tout aussi essentielle. Les heures précédant la bataille voyaient une activité intense autour des lignes de chevaux, les écuyers et les palefreniers préparant ces atouts essentiels. La guerre médiévale reposait de plus en plus sur des soldats professionnels qui se battaient pour un salaire plutôt que par obligation féodale. Ces mercenaires étaient souvent des guerriers professionnels qualifiés qui fournissaient des capacités militaires que les armées féodales n'avaient pas. Cependant, l'emploi de mercenaires créait des défis uniques que les commandants devaient relever avant la bataille, notamment en ce qui concerne les contrats, le paiement et la garantie de la loyauté. Les contrats de mercenaires, connus en Italie médiévale sous le nom de condotta, précisaient les arrangements commerciaux entre les employeurs et les soldats professionnels. Ces documents spécifiaient le nombre de troupes à fournir, les conditions de service, le montant et le calendrier du paiement, et parfois des dispositions complexes sur l'équipement, la logistique et le partage du butin. Au début du XIVe siècle, le service militaire anglais fonctionnait selon des arrangements contractuels similaires, appelés « Indenture of War ». Ces accords liaient les seigneurs à fournir un nombre fixe de soldats en échange d'un paiement du roi. Les armées médiévales typiques se composaient d'un noyau de chevaliers hautement qualifiés et de troupes de la maison qui servaient par loyauté personnelle ou obligation féodale, complétées par des mercenaires engagés pour des campagnes spécifiques et par des levées féodales, des soldats du commun remplissant leurs obligations féodales, mais possédant souvent une formation minimale. Le système féodal n'exigeait techniquement que 40 jours de service militaire annuel de la part des vassaux, rendant les forces permanentes impossibles. Les rois anglais ont innové en exigeant que les seigneurs féodaux fournissent des troupes comme ils y étaient traditionnellement obligés, mais en payant ensuite ces troupes et en les gardant en service aussi longtemps que le trésor royal pouvait assurer la paix. Avant la bataille, s'assurer que les mercenaires étaient payés était absolument crucial. Des mercenaires non payés étaient au mieux peu fiables, au pire mutins. Les commandants médiévaux comprenaient que des soldats qui n'avaient pas reçu leur salaire pouvaient déserter, refuser de se battre, ou même changer de camp si les ennemis offraient de meilleures conditions. Le moment du paiement devenait donc une composante importante de la préparation pré-bataille. La recherche historique moderne a largement réhabilité la réputation des mercenaires, montrant que, contrairement aux stéréotypes, ils étaient généralement loyaux et compétents dans l'art de la guerre, à condition d'être payés. Les heures précédant la bataille comprenaient donc des préparatifs financiers aussi bien que militaires. Les trésoriers distribuaient les salaires, les officiers vérifiaient que les unités de mercenaires étaient satisfaites de leur traitement et de leur rémunération. Une armée de mercenaires non payés et mécontents était susceptible de mal performer ou même de refuser de se battre. Une armée de mercenaires qui avait été payée à temps, traitée avec respect et à qui on avait donné des attentes claires de récompenses supplémentaires pour la victoire, était susceptible de se battre avec acharnement et habileté. Parmi tous les facteurs que les commandants prenaient en compte lors de la préparation à la bataille, la météo pourrait sembler le moins contrôlable et donc le moins pertinent. Pourtant, les conditions météorologiques pouvaient affecter de manière spectaculaire l'efficacité au combat, faisant des considérations météorologiques une composante importante de la planification pré-bataille. La guerre médiévale était intensément saisonnière, et les commandants qui comprenaient et tenaient correctement compte de la météo gagnaient des avantages qui se révélaient parfois décisifs. Les schémas de campagne médiévaux suivaient les cycles agricoles et la météo saisonnière. Les armées se rassemblaient généralement au printemps. Une fois les semailles terminées, envahissaient et menaient des opérations pendant l'été et jusqu'à l'automne, puis se dispersaient pour l'hiver. Ce schéma reflétait de multiples réalités. Premièrement, les soldats étaient souvent nécessaires pour les travaux agricoles. Les seigneurs appelaient les hommes au combat après que les champs aient été semés, mais avant la récolte.
Deuxièmement, faire campagne par beau temps était tout simplement plus pratique. En été, dormir à la belle étoile ou dans des tentes minimales était inconfortable mais supportable. En hiver, les mêmes conditions devenaient potentiellement mortelles, en particulier pour les soldats du commun qui manquaient de ressources pour acquérir un équipement adéquat pour le froid. Les batailles d'hiver étaient rares tout au long de la période médiévale, précisément parce que les campagnes hivernales étaient si difficiles. Les troupes de rang inférieur étaient souvent coincées sans même de tente. La situation de l'approvisionnement s'aggravait en hiver, lorsque la nourriture était plus rare et le transport plus difficile. La communication sur le champ de bataille devenait presque impossible dans la neige, le vent ou les fortes pluies d'hiver. Un chroniqueur a décrit le combat par temps hivernal comme « affreux pour quiconque n'est pas déjà mort ». Des exceptions notables confirmaient la règle. La bataille de Taunton, en mars 1461, s'est déroulée un jour de neige et est devenue la bataille la plus sanglante de l'histoire britannique. La bataille a eu lieu avant la saison traditionnelle des campagnes de printemps, ce qui la rendait inhabituelle dès le départ. L'impact tactique de la météo s'étendait au-delà des considérations saisonnières pour inclure les conditions spécifiques les jours de bataille. Le brouillard pouvait dissimuler les mouvements de troupes, permettant potentiellement des attaques surprises. La pluie avait de multiples effets. Elle mouillait les cordes d'arc, réduisant considérablement l'efficacité du tir à l'arc. Elle rendait le sol boueux, ralentissant ou enlisant les charges de cavalerie. Elle rendait l'appui précaire pour l'infanterie. À Azincourt, la pluie de la nuit précédant la bataille a contribué aux conditions boueuses qui ont aidé à neutraliser l'avantage de la cavalerie française. Les chevaux peinaient dans la boue profonde, réduisant l'efficacité de leurs charges et contribuant à la défaite catastrophique des Français. La direction du vent était particulièrement critique pour le tir à l'arc. Les archers tirant avec le vent gagnaient une portée significative, car le vent portait leurs flèches plus loin. Tirer contre le vent signifiait que les flèches tombaient avant d'atteindre les cibles prévues. Les commandants positionnant leurs forces prenaient donc soigneusement en compte la direction du vent. La position du soleil importait de la même manière. Les armées positionnées pour combattre avec le soleil dans le dos signifiait que les ennemis devaient plisser les yeux face à l'éblouissement, tout en essayant de voir les attaquants. Parfois, les armées se faisaient face pendant des jours, manœuvrant pour prendre position mais sans s'engager, attendant que la météo s'améliore ou s'aggrave en fonction des besoins tactiques. Les heures précédant la bataille incluaient donc une évaluation météorologique. Les commandants consultaient des soldats expérimentés sur les signes météorologiques, considéraient comment les conditions actuelles et prévues affecteraient leur plan tactique, et ajustaient parfois le déploiement ou même le calendrier en fonction des prévisions météorologiques. Ce qui émerge de cette exploration est une image bien plus complexe que celle que l'imagination populaire évoque généralement en pensant aux batailles médiévales. Le choc spectaculaire des armées, ce moment où des milliers d'hommes s'affrontent dans la violence, la scène qui domine nos images mentales, n'était que la pointe visible d'un énorme iceberg de préparation. Tout ce dont nous avons discuté, des rituels spirituels accomplis à l'aube pour s'assurer la faveur divine, en passant par le processus méticuleux d'une demi-heure pour armer les chevaliers d'acier, à l'entretien minutieux des armes, au réseau de renseignements qui localisait les ennemis, à la logistique complexe qui nourrissait des milliers d'hommes, à la sélection minutieuse du terrain et au processus de déploiement de plusieurs heures, aux négociations diplomatiques, à la guerre psychologique conçue pour briser la volonté de l'ennemi, au discours des commandants, au divertissement et au maintien du moral dans les camps, à la préparation extensive des chevaux, au paiement des mercenaires, à l'évaluation de la météo. Tout cela devait s'aligner pour qu'une armée soit vraiment prête pour la bataille. La réalité choquante pour le public moderne, habitué à des récits simplifiés où les batailles sont des affaires simples d'armées qui se rencontrent et se battent jusqu'à ce qu'un camp l'emporte,
est que la guerre médiévale était infiniment plus sophistiquée et complexe. Les jours, les semaines, parfois les mois de préparation qui précédaient la bataille étaient remplis de centaines de décisions importantes, dont n'importe laquelle pouvait déterminer l'issue avant que la première flèche ne vole ou que la première épée ne frappe. La victoire se décidait souvent dans ces phases préparatoires, grâce à des renseignements supérieurs qui révélaient les faiblesses de l'ennemi, à une meilleure logistique qui maintenait les armées nourries et cohésives, à une sélection avantageuse du terrain qui annulait les forces de l'ennemi, à une guerre psychologique efficace qui sapait le moral de l'ennemi, à un déploiement compétent qui positionnait les forces de manière avantageuse. Cette sophistication remet en question le stéréotype de l'âge des ténèbres, qui persiste encore dans la conscience populaire. Les commandants médiévaux n'étaient pas des guerriers primitifs qui se contentaient de rassembler des armées et de se charger les uns les autres. C'étaient des stratèges sophistiqués qui comprenaient la psychologie, la logistique, le terrain et la tactique. Ils coordonnaient des milliers de pièces mobiles, équilibraient la préparation spirituelle, physique et mentale, et prenaient des décisions complexes sous une pression énorme. Le savoir institutionnel intégré dans les systèmes militaires médiévaux, de l'infrastructure religieuse soutenant les armées, au système d'approvisionnement, au protocole diplomatique régissant les héros, au régime d'entraînement pour les chevaux de guerre, représentait des siècles d'expérience accumulée, des leçons apprises souvent à un coût terrible, des innovations transmises et affinées de génération en génération. Au-delà de la tactique et de la stratégie, nous devons nous souvenir de l'élément humain. Les batailles médiévales n'étaient pas des exercices abstraits, mais des luttes désespérées où de vraies personnes faisaient face à la mort. Les soldats accomplissant des rituels spirituels ne faisaient pas des gestes vides de sens, mais préparaient véritablement leur âme à une mort possible. Les chevaliers armés par leurs écuyers se transformaient de mortels vulnérables en guerriers qui allaient bientôt affronter des flèches, des épées et des lances. Les soldats du commun écoutant les discours de leurs commandants étaient des hommes effrayés cherchant des raisons de trouver du courage, malgré leur terreur. Les rituels et les préparatifs que nous avons explorés n'étaient pas purement pratiques, mais profondément psychologiques, aidant les hommes à trouver la force d'affronter l'inimaginable. La guerre médiévale était multidimensionnelle, étant à la fois une compétition physique, une bataille spirituelle pour la faveur divine, une lutte psychologique pour maintenir le moral et briser la volonté de l'ennemi, un défi logistique d'approvisionnement et d'organisation, une négociation diplomatique même au milieu du conflit, et un jeu d'échecs stratégique de positionnement et de timing. Toutes ces dimensions opéraient simultanément, chacune affectant les autres de manière complexe. Une armée bien approvisionnée avait un meilleur moral. Une armée qui croyait que Dieu favorisait sa cause se battait avec plus de détermination. Une armée déployée sur un terrain avantageux pouvait vaincre des ennemis numériquement supérieurs. Une armée dont les chevaux étaient correctement entraînés et entretenus avait des avantages décisifs en cavalerie. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, nous pouvons voir des échos des préparatifs médiévaux dans les opérations militaires contemporaines. Les armées modernes remplissent encore bon nombre des mêmes fonctions préparatoires, bien qu'adaptées à la technologie et aux conditions contemporaines. La collecte de renseignements reste fondamentale. Les satellites et les drones remplacent les éclaireurs médiévaux, mais l'objectif de comprendre les capacités et les positions de l'ennemi reste constant. La logistique est toujours essentielle. Les armées modernes peuvent utiliser des camions et des avions au lieu de charrettes et de chevaux de bas, mais doivent toujours résoudre le problème de nourrir et d'approvisionner des forces loin de chez elles. Le maintien du moral continue d'importer. Les armées modernes fournissent des divertissements et des services de soutien qui sont parallèles aux divertissements des camps médiévaux. Les besoins psychologiques humains
restent essentiellement inchangés à travers les siècles. Les soldats confrontés au combat ont toujours besoin de soutien spirituel, ont toujours besoin de sentir que leur cause est juste, ont toujours besoin de camaraderie et d'un leadership compétent, ont toujours besoin de croire que leurs préparatifs sont adéquats pour les défis à venir. Les préparatifs pré-bataille médiévaux que nous avons explorés ont été affinés au cours de siècles d'expérience, des innovations construites sur des leçons durement acquises. Les systèmes sophistiqués qui ont émergé, des trains de ravitaillement aux réseaux de reconnaissance, à l'aumônerie militaire, aux techniques de guerre psychologique, ont formé la base de la science militaire moderne. Lorsque nous étudions comment les armées médiévales se préparaient à la bataille, nous n'examinons pas des pratiques primitives et grossières, mais des systèmes sophistiqués qui relevaient les défis intemporels de l'organisation, de la motivation, de l'approvisionnement et du déploiement efficace de grands groupes d'hommes armés. La prochaine fois que nous penserons aux batailles médiévales, nous devrions nous souvenir de tout ce qui s'est passé avant les affrontements célèbres. Hastings, Azincourt, Crécy, Bannockburn, les batailles dont nous nous souvenons pour leur violence spectaculaire, étaient l'aboutissement d'une préparation approfondie. La véritable histoire de ces batailles réside autant dans ce qui s'est passé avant que dans ce qui s'est passé pendant. Les heures passées en prière, en armement, en entretien des armes, en reconnaissance, en gestion des approvisionnements, en sélection du terrain, en déploiement, en négociation diplomatique, en guerre psychologique, en discours, dans la vie de camp, dans la préparation des chevaux, dans le paiement des mercenaires, dans l'évaluation de la météo, ces préparatifs cachés ont déterminé les issues plus souvent que la simple prouesse sur le champ de bataille. Le choc spectaculaire était la pointe d'un énorme iceberg, visible et dramatique, mais dépendant entièrement de la vaste masse invisible de préparation en dessous. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration du côté caché de la guerre médiévale. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation de la complexité et de la sophistication des préparatifs militaires médiévaux, et des êtres humains qui ont fait face à des défis inimaginables avec courage, foi et une planification minutieuse. Si vous avez apprécié ce voyage dans la réalité derrière les batailles médiévales, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres passionnés d'histoire médiévale. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur des aspects fascinants du monde médiéval qui remettent en question nos hypothèses et révèlent une sophistication surprenante dans cette période trop souvent mal comprise. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus surpris sur les préparatifs pré-bataille ou quels autres aspects de la vie médiévale vous aimeriez que j'explore dans de futures vidéos. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que l'histoire est toujours plus complexe, plus intéressante et plus humaine que nous ne l'imaginons au premier abord.